Alors, un peu comme tout le monde, moi j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet lorsque j'ai reçu la lettre, un prix La Vie d'Hydro-Québec, annonçant que le Quartier-Villeray avait la grande chance de participer au projet pilote. C'était à l'automne 2011, le 17 novembre 2011 précisément. J'avais déjà eu connaissance de certaines préoccupations ou inquiétudes concernant l'effet des ondes électromagnétiques émises par ces compteurs-là. Je suis retournée m'informer sur Internet. J'ai passé à peu près 2 bonnes grosses soirées là-dessus. Et après quelques jours, mon été était fait. J'en voulais pas. Et puis, par contre, je me suis dit, étant donné la nature du réseau, vous allez le voir bientôt, qui est un réseau noyé, ça ne sert à rien de refuser sur une base individuelle. J'ai dit, il va bien falloir que mes voisins aussi refusent, parce que si moi je refuse, je suis la seule, je vais quand même exposer, comme on l'a vu dans les témoignages, aux compteurs des voisins, ou réellement des compteurs des voisins et aux routeurs. Je me suis dit, si je pars un mouvement, puis c'est là où j'ai l'idée d'alerter mes concitoyens, ça sera un nom collectif, comme l'exemple, le nom est venu à l'esprit, Villeray refuse. Donc, c'était le premier groupe refuse, avec ce souci qu'il faut que ce soit une communauté qui s'implique, et pas seulement un individu. Après ça, maintenant, moi, je suis ni avocat, ni ingénieur, ni médecin, je suis professeur de cégep. Citoyen, monsieur, madame, tout le monde, c'est moi. Donc, je me suis informée comme j'ai pu, et au fur et à mesure que je m'informais, j'aimais pas ce que je découvrais. Ça confirmait justement mon opposition. Sur la base du simple principe de précaution, on s'apprêtait à installer quelque chose qui me semblait nocif chez moi, sur ma propriété, dans mon domicile. Il me semblait que j'avais un droit de regard. Alors, l'information que je vous transmets ce soir, c'est un peu l'information que vous auriez pu aussi trouver par vous-même, comme on l'a fait, comme je l'ai fait avec mes collègues, mes concitoyens. Maintenant, vous allez gagner un petit peu de temps grâce à la présentation que je vais vous faire. Mais je suis confiante aussi que si vous vous intéressez à ce dossier-là, vous pourrez en savoir bientôt plus que moi. Et puis poser des gestes et des actions aussi, comme on l'a fait dans Villeray. Alors, j'ai une présentation qui dure à peu près 3/4 d'heure. Maintenant, les vidéos qu'on vous a présentées vont me permettre de passer un peu plus vite sur certains aspects. Je vais insister sûrement sur les aspects sur lesquels on peut parler. Et puis, bien sûr, si vous avez des questions, on prendra le temps de les répondre. Alors, les compteurs de nouvelle génération, lecture à distance, ils s'en fait depuis longtemps. Je vais bientôt vous présenter des compteurs qui émettaient des radiofréquences, ceux de première génération, mais qui pouvaient être lus à la rue. Maintenant, ce qui est nouveau, c'est que c'est un système de mesurage avancé qui est automatisé. Tout à l'heure, dans le petit vidéo promotionnel d'Hydro-Québec, vous avez vu, c'était une animation avec une image blanche. Le schéma, de vue d'ensemble, ça ressemblerait un peu à ça. Les traits rouges que vous voyez, ce sont les compteurs qui communiquent les uns avec les autres, en moyenne à toutes les 20 secondes, ou plus souvent, essentiellement pour se synchroniser. Maintenant, c'est un réseau automatique et dynamique, ce qu'Hydro-Québec omet de vous raconter. D'ailleurs, vous allez retrouver pas mal tout ce que je vais vous dire sur la feuille qui vous est fournie à l'entrée. Un réseau dynamique, ça veut dire que les compteurs vont communiquer les uns avec les autres jusqu'à se rapprocher d'un point central qui est le routeur, qui va diriger vers le collecteur. Maintenant, les compteurs qui sont situés les plus près des routeurs sont plus sollicités et peuvent émettre jusqu'à 2 fois par seconde. Voilà. Les mesures qui sont fournies par Hydro-Québec sont des mesures minimales. Ce réseau-là, dans l'état actuel, fonctionne avec une seule antenne. Le compteur en comporte 2. Le cercle vert que vous voyez là représente le deuxième réseau qui va s'installer dans votre domicile. La première antenne est à 900 MHz. La deuxième antenne, qui est représentée par le cercle vert ici, c'est l'antenne Zigbee, 2400 MHz, qui est destinée à communiquer avec tous vos appareils électroménagers qui sont dotés de puces, vos appareils intelligents, et la recharge de la voiture électrique éventuellement, tous vos appareils électroniques, et ainsi de suite. Donc, voilà, un autre réseau de communication sans fil, mais dans votre domicile. Ces fonctionnalités-là ne sont pas encore en marche, mais ce qu'on vous donne comme mesure, c'est en fonction d'un compteur qui fonctionne à 0,1% de son cycle d'utilisation. Le réseau qui est mis en place, avec la seule première antenne de 900 MHz, utilise seulement 5% de ce réseau que vous voyez là. Il reste donc 95% d'espace pour d'autres fonctionnalités,
Vous vous souvenez, Hydro-Québec promettait des fonctionnalités pour répondre aux besoins du client. On se demande bien quels pourraient être nos besoins. Bien, éventuellement, ça pourrait être des abonnements. Imaginez tous les abonnements possibles. Télé à la carte, Wi-Fi universel, limite, tout est possible maintenant. Donc, domotique, vous pourrez bien sûr, via cette première antenne qui communique à la deuxième antenne Zigbee, de votre bureau, télécommander votre prochain séchage dans votre sécheuse Samsung intelligente. Voilà, pour vous donner une idée là, de vos besoins futurs. Okay? Donc, c'est vous dire que quand tout ça va fonctionner à 100%, ben, les mesures minimales qu'Hydro-Québec nous fournit, comme quoi c'est pas dangereux, ça respecte les normes, etc., on n'a aucune idée de ce que ça pourra donner dans le futur comme puissance d'émission. Pour le moment, le projet est vendu sur la base d'émissions minimales. Et vous voyez le potentiel. Et il n'y a rien qui nous dit que dans le futur, vous savez qu'un compteur, on peut le retirer et installer en à peine quelques secondes, quelques minutes. Il n'y a rien qui nous dit que dans 10 ans, 15 ans, c'est la durée de vie de ces compteurs-là, contrairement aux compteurs mécaniques qui peuvent durer 35 voire 50 ans. La prochaine génération sera peut-être dotée de 3, 4, 50 antennes. On n'a aucune idée de ce que ça pourra comporter. Donc, on est en train d'entrer dans une nouvelle ère. Voilà. Et si vous regardez aussi vers quoi se dirigent ces compteurs-là, ben, vous avez le portail d'acquisition, le grand central, qui n'est plus ni moins qu'un serveur. Et quand on nous vante ce projet-là comme étant économe d'énergie, ben, tous ceux qui connaissent un petit peu ce que coûte en énergie la gestion de toutes les données qu'on peut recueillir avec les compteurs, ben, vous voyez bien qu'il n'y aura pas d'économie d'énergie à la clé. Ces serveurs-là sont très gourmands en énergie. Le projet pilote qu'on a connu dans Villeray, c'était de novembre 2011 à janvier 2012, dans un quartier central de Montréal. On avait été choisi parce que 90% des compteurs sont à l'intérieur des domiciles. Il y avait aussi un territoire de Boucherville qui représentait une banlieue normale avec des maisons unifamiliales. Et il y avait un territoire dans le coin de Potton pour un territoire qui représente finalement des territoires où les compteurs sont éloignés les uns des autres. Donc, on voulait tester. Dans Potton et dans Magog, en fait, et Boucherville, il n'y a pas tellement eu d'opposition au moment des projets pilotes, mais dans Villeray, il y a eu une grande mobilisation et on sentait bien que si le projet pilote pouvait être compromis, il y avait peut-être des chances que l'ensemble du projet ne soit pas accepté au moment de faire les audiences devant la régie. C'est pas ça qui s'est tout à fait produit. On a quand même réussi à faire avorter le projet qui devait se continuer jusqu'au mois de mai 2012. À partir du moment où on a eu de la protestation dans le quartier, autour du 12 janvier, on a fait la première page du progrès Villeray, c'est le document local. Le 23 janvier, après 10 jours plus tard, le projet était suspendu, ou arrêté. Hydro-Québec a cessé le projet parce qu'il n'arrivait plus à entrer chez les gens. Les gens n'ouvraient plus leurs portes. Les gens annulaient leurs rendez-vous. Tout ça, ça a été relaté à la régie. Ce qui fait que sur les 18 500 compteurs qui devaient être installés dans Villeray, 12 000 ont été installés, 6 500 n'ont jamais été installés dans Villeray. Ça représente donc le tiers. Maintenant, Hydro-Québec a produit un rapport très astucieux. Ils ont dit à la régie qu'ils avaient réussi à installer 100% des compteurs qu'ils avaient décidé d'installer. Ils ont décidé d'en installer seulement les 2 tiers en cours de route. Alors, vous pouvez aller relire ce rapport-là. Tout ça est déposé, bien sûr, sur le site de la régie. Mais sur la base de ces chiffres frelatés que Hydro-Québec a réussi à obtenir, justement, le déploiement de la phase 1. Donc, il y a eu des audiences au printemps 2012, et après ça, à l'automne, le 5 octobre 2012, on acceptait la phase 1 qui correspond au territoire de la CMM. L'île de Laval, l'île de Montréal, 57% de la rive sud. Voilà. À part peut-être ça s'arrête ici, et la couronne nord. La couronne nord, la couronne sud. Hydro-Québec a une version un peu fantaisiste de la couronne nord, puisqu'on a eu d'autres documents qui montraient que la couronne nord pouvait s'étirer jusqu'à Sainte-Véronique, Howden et Glenville. Et là, il y a un enjeu important, parce qu'Hydro-Québec, et là, ma présentation, vous allez comprendre que je ne suis pas du tout impartiale. Je suis même choquée du type d'information qu'Hydro-Québec et de la façon de traiter les citoyens dans ses relations publiques.
Hydro-Québec a eu l'autorisation pour le territoire de la CMM et ça correspond à 1 700 000 compteurs. Maintenant, en prolongeant le territoire comme ça, maintenant, ils affichent des chiffres de performance. Ils sont autour de 800 000 compteurs installés jusqu'à ce jour. Et sur combien de compteurs au total? Vous voyez que le territoire a été agrandi. Ça correspond à plusieurs centaines de milliers de compteurs de plus. Ils peuvent bien prétendre qu'ils en ont près de la moitié d'installés sur les 1,7 million. Mais est-ce qu'on est encore en train de faire une proportion sur 1,7 million? Les rapports de suivi sont sur... ils ont maintenant publié leur 3e rapport de suivi. Et bien, c'est des devinettes comme ça tout le temps. Okay? Donc, ils ont prolongé le territoire, ils sont en train de falsifier, encore une fois, les chiffres de rendement. Alors, jusqu'à tout récemment, la majorité des compteurs, pas loin de 3 millions de compteurs, étaient les fameux compteurs à roulettes. La première génération de compteurs de lecture à distance, ce sont des compteurs, et nous, on les identifie par la norme de commerce ITRON. Ce sont des compteurs communicants qui communiquent à la rue seulement. Donc, le releveur passe quand même physiquement dans la rue et avec une commande prend la lecture. Maintenant, ces compteurs-là, première génération, émettent des ondes un peu moins puissantes que les compteurs nouvelle génération, et émettent quand même à toutes les 30 secondes, toutes les 5 secondes ou encore à toutes les 2 secondes. Et lorsque nous avons commencé à diffuser l'information sur les effets, vous avez vu les témoignages, les effets de santé, on a eu plusieurs témoignages qui correspondaient à l'exposition à ces compteurs de première génération, qui étaient partout au Québec, là, qui étaient installés à la faveur sur de nouvelles constructions ou de rénovation. C'était l'équipement standard qui remplaçait de plus le compteur à roulettes. Et les compteurs nouvelle génération, ce sont les Focus de l'indice GEAR, donc on les reconnaît encore une fois dans la marque de commerce, et ce sont des compteurs donc, qui ne nécessitent plus le déplacement de releveur. C'est automatique, donc ça se fait constamment. Donc les gens parfois ont de la difficulté à les distinguer, c'est vrai qu'ils se ressemblent beaucoup, mais vous pouvez déjà reconnaître puis voir ce que vous avez chez vous. Combien ont encore le compteur à roulettes, seulement pour faire un mini-sondage? OK. Bien, ceux-là, ils n'émettent pas d'ondes. Combien pensent avoir déjà le compteur ITRON? Oui, OK. L'option de retrait, dont on va bientôt parler, est aussi valable pour les compteurs ITRON. Donc, les gens qui pensent qu'ils ont les symptômes là, pourraient demander, selon les mêmes modalités, bien sûr, des frais. Les autres composantes du réseau, bon, ben, vous avez entendu parler des routeurs. Dans Villeray, là, on va commencer à aborder un autre facteur qui n'a jamais été contrôlé, c'est la distance. Hydro-Québec donne toujours, je vais revenir tout à l'heure, des mesures qui sont prises à 1 mètre des compteurs. Il faut savoir que si on se rapproche, la densité de puissance augmente avec le carré de la distance. Okay? Les routeurs, M. Abiat, qui est directeur de déploiement chez Hydro-Québec, lorsqu'on l'avait rencontré, on était une délégation d'une dizaine de citoyens de Villeray, nous avait assuré que les distances sécuritaires de 25 pieds étaient respectées pour les routeurs. Et les routeurs sont des équipements qui émettent encore plus fort que les compteurs. Et regardez, on les a observés dans notre 16 dans Villeray. Ils étaient tous en moyenne à 11 pieds des murs des bâtisses. À 8 pieds lorsqu'on est sur un balcon. Et on peut presque tendre la main et leur toucher dans certains cas. Donc les distances ne sont absolument pas respectées s'il existe des distances sécuritaires. On a observé qu'effectivement, les compteurs étaient à 25 pieds du sol, donc verticalement, c'était respecté, mais horizontalement, c'était une autre histoire. Un autre facteur de risque aussi, c'est qu'on a eu parmi nous un ingénieur qui avait travaillé il y a quelques dizaines d'années sur le développement de cette technologie-là. Et un des facteurs, il disait peut-être qu'aujourd'hui, ils ont réglé le problème, mais à chaque fois que vous avez des antennes émettrices, la densité de puissance est plus forte par des rangs froids. Donc, dans des cas comme celui-là, comme on a des équipements qui sont exposés aux intempéries, ça pourrait être un problème. Les routeurs, voilà, donc peuvent aussi pointer directement vers des chambres, c'est ce qu'on va l'enlever. Les compteurs, vous voyez, il y a une antenne ici, ça c'est les routeurs. La même chose aussi, un danger pour la sécurité publique, c'est que ces routeurs-là sont exposés aux intempéries par verglas. Si jamais l'antenne est enduite de glace, ça ne peut plus émettre. Les ondes ne peuvent pas être émises dans l'eau. Donc, cet ingénieur-là était formel. Si ce sont des équipements qui sont destinés à mieux gérer les pannes,
imaginez un autre épisode de verglas, ça ne sera pas très utile. L'autre équipement aussi qui va augmenter avec la venue de ce projet-là, ce sont des antennes. Imaginez 1,7 million de nouveaux compteurs, si vous comparez ça à des téléphones cellulaires, ça veut dire 1,7 million de nouveaux clients. Donc si vous êtes déjà inquiet par la prolifération de ces grosses antennes-là, elles sont loin de disparaître, elles vont plutôt augmenter en puissance. Et d'ailleurs, dans Villeray, Hydro-Québec avait déjà un partenariat avec Rogers pour utiliser ces équipements. Donc, et on les retrouvait donc sur l'hôpital chinois, qui est un hôpital désaffecté. Ça nous étonnait que des antennes se trouvent sur un hôpital. On cherchait à savoir qui était le propriétaire. Et avec nos recherches, on a découvert qu'au Québec, le principal locataire d'antennes de toit pour recevoir des antennes, c'est le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec. Et oui. On a même, ici, je pense, sur la rive sud, Charlemagne, c'est un hôpital? Oui. Il y a les 4 fournisseurs dessus. Bell, TELUS, Rogers et Vidéotron. Donc, voilà. Même chose ici, les antennes, on en trouve partout. Donc, les compteurs font partie de la même famille d'appareils sans fil que tous les appareils courants. Maintenant, la seule différence, c'est que si vous commencez à avoir des doutes ou même éprouver des symptômes, ceux qu'on a évoqués tantôt, vous pouvez vous départir de tous les appareils qui sont dans votre maison. Hein, vous avez cette exposition volontaire. Donc, si vous voulez venir au téléphone filaire, si vous voulez recabler votre ordinateur puis fermer le Wi-Fi, excellent. Vous avez le pouvoir là-dessus. Si vous ne voulez pas utiliser le moniteur pour bébé, vous le jetez à la poubelle, bien sûr. Le compteur, c'est une exposition involontaire. C'est ce qui est problématique dans ce cas-là. Tous ces appareils-là ont un effet cumulatif, ce qu'Hydro-Québec omet bien sûr de nous dire. Ils prennent des mesures et nous rassurent avec des mesures toujours conformes aux normes canadiennes, mais ce qu'il faut toujours considérer, c'est que toutes ces émissions s'additionnent et finissent par créer un nouveau phénomène qu'on appelle l'électrosmog. Comme on l'a dit dans la vidéo qu'on vient de présenter, le phénomène d'électrosensibilité est en augmentation. On parle d'une épidémie ou d'un problème de santé publique majeur pour les prochaines décennies. C'est une maladie qui est reconnue dans plusieurs pays d'Europe, en Israël et en Australie. Par contre, au Canada, en tout cas du moins au Québec, ce n'est absolument pas reconnu. Des médecins rencontrés par des personnes électrosensibles admettent que ces personnes-là peuvent avoir l'électrosensibilité, mais vont plutôt faire des papiers officiels qui vont parler de fibromyalgie, fatigue chronique. En fait, on va plutôt décrire les symptômes, mais on ne parlera pas de la source potentielle des problèmes. Même chose pour la sclérose en plaques, qui pourrait être dans bien des cas de l'électrosensibilité qui n'est pas diagnostiquée. Au Québec, ce n'est pas possible d'avoir ce diagnostic-là. Les médecins qui l'ont fait se sont fait taper sur le bras. Les électrosensibles sont allés chercher leur diagnostic en l'île du Prince-Édouard ou encore en Ontario, où c'est possible d'avoir ce diagnostic-là. Donc, ça a été une de mes premières grandes désillusions. Je pensais que la médecine était une science objective, qui ne se mêlait pas de faire de la politique. Dans ce dossier-là, malheureusement, on m'a convaincu qu'il y avait effectivement beaucoup de politique. Par ailleurs, l'autre phénomène, bien sûr, les électrosensibles sont des personnes qui sont particulièrement inquiètes. Quand j'ai lancé le groupe Villeray Refuse dans Villeray, les premiers à m'écrire, ce sont des électrosensibles. Merci, merci, merci. Enfin, vous vous préoccupez de notre sort. Je ne les connaissais même pas. Je ne savais même pas que ça existait. Et là, il y en est sorti de partout, des électrosensibles. Je me souviens, le premier à m'écrire, c'était Serge André, 34 ans, qui avait réussi à s'aménager un mode de vie convenable en contrôlant son environnement, puis en demandant à tous ses amis, un jeune homme quand même, ses amis qui étaient tous des adeptes de l'Internet puis du téléphone cellulaire, de bien vouloir fermer le téléphone. Donc ses amis collaboraient. Mais effectivement, depuis que les compteurs sont installés dans Villeray, Serge André a fui. Donc moi, je les appelle maintenant les réfugiés des ondes. Il y en a plusieurs dans Villeray. Il y a Serge André, Brigitte, il y a Véronique est de Laval, sa mère, Francine, sont tous des réfugiés des ondes qui ont voulu continuer d'habiter chez eux, mais qui ont dû s'en aller, s'exiler.
Ça, c'est les électrosensibles. Maintenant, les gens en bonne santé qui éprouvent des symptômes, la liste est énumérée ici. Et on en a eu des cas comme ça partout dans l'Évry pour commencer, des dizaines de cas. Acouphènes, insomnie, anxiété, rarement les maladies de peau. Chez les enfants, un peu ce que la petite fille a dit, douleur articulaire, les enfants très jeunes se plaignent de mal de jambes. C'est comme ça qu'ils décrivent. Migraine beaucoup, mais surtout des acouphènes puis des arythmies aussi cardiaques. Donc, c'est... Les normes canadiennes, bon, en fait, on pensait qu'on était protégé par les normes canadiennes. Très rapidement, je vous en parle, c'est les normes les plus laxistes au monde. Moi, ça me suffit, là. Et c'est les normes aussi qui n'étudient que l'aspect thermique, les effets thermiques, donc d'échauffement au niveau de la peau des tissus. Et tous les symptômes que je viens d'énumérer, finalement, ce ne sont pas des symptômes thermiques. Si vous avez des migraines, c'est probablement que l'électricité ou les ondes interfèrent avec l'électricité ou l'activité électrique du cerveau. Palpitation cardiaque, même chose. Si vous avez d'autres problèmes au niveau de l'immunité, c'est sans doute que ça travaille au niveau de la cellule ou des hormones de stress ou des choses comme celle-là. Alors, ce ne sont pas des effets thermiques. Donc, les effets biologiques non thermiques ne sont absolument pas considérés par la norme canadienne. C'est comme s'il n'y avait aucune norme pour nous protéger de tous ces autres effets. Maintenant, parlons justement des communications ou des relations publiques que fait Hydro-Québec auprès de nous, les citoyens, et aussi de nos décideurs. Parce qu'Hydro-Québec a fait beaucoup de démarchages pour rencontrer nos élus. Ils ont prétendu que les résolutions prises par les municipalités n'avaient aucun poids politique. Je veux bien les croire, mais ils ont fait des pieds et des mains pour rencontrer à huis clos nos élus, à la Chine, à la Salle, à Sherbrooke, et ainsi de suite. Ils ne se faisaient pas priver. Et à mon avis, ce ne sont pas des informations qui étaient données, c'était bel et bien une entreprise de relations publiques pour vendre le projet. À commencer par cette image, on l'a vu tout à l'heure dans la vidéo, ça ne correspond pas à la réalité. Il n'y a aucun milieu de vie qui est aussi aseptisé, où il n'y a personne qui vit, ni animaux, ni plantes, ni humains. Et nous, c'est assez spécial. Et on représente les ondes d'abord de couleur verte, c'est déjà un message en soi. Des ondes qui circulent sagement le long des maisons. C'est pernicieux parce que ces ondes-là ne sont pas unidirectionnelles, elles sont omnidirectionnelles. Et ce qui a scandalisé les physiciens qui sont à la retraite qui se sont joints à nous, M. Arena et M. j'ai oublié son nom, M. Lucien, c'est le fait qu'on aurait dû honnêtement représenter plutôt les ondes de cette façon. Les points verts, ce sont les compteurs. Les cercles rouges, imaginez plutôt une bulle d'ondes qui se dirige dans toutes les directions. Même chose pour les routeurs qui sont représentés en mauve ici. Okay? Et ce sont des ondes qui pénètrent par définition aussi la plupart des matériaux. Donc, il y a certains matériaux qui sont étanches aux ondes, comme le béton, la pierre. Mais dès que vous avez une fissure ou une interstice, les ondes peuvent quand même circuler. Donc, un mur de briques, si les joints ne sont pas étanches, les ondes vont pénétrer. Et le bois, le plâtre, etc., les ondes y passent très facilement. C'est pour ça que des personnes qui ont des compteurs installés à l'extérieur, mais au niveau de leur tête de lit, par exemple, comme dans le témoignage, ressentent quand même les ondes. C'est moins important que devant, l'émission est moins importante que directement devant, mais quand même, les ondes ont l'air de ça. Donc, on parle vraiment d'un électrosmog, hein? Donc, une charge ambiante qui, d'après le technicien Stéphane Beletsky, augmenterait facilement de 30% après l'installation de ces compteurs. Donc, bien sûr qu'il y a déjà une charge très grande d'ondes électromagnétiques déjà présente à cause des antennes relais, des téléphones cellulaires, des Wi-Fi qu'on met partout, et ainsi de suite. Mais on en rajoute une sérieuse couche là, avec le déploiement massif de ces compteurs-là. Sans compter qu'ils fonctionnent au minimum pour le moment. On n'a pas encore rentré les autres fonctionnalités. Donc, on est parti pour augmenter. L'autre aspect sur lequel on a beaucoup insisté, peut-être même au point où Hydro-Québec a abandonné ce tableau-là qui était distribué dans les fascicules hydrocontacts, où on faisait une comparaison
Entre les mesures ponctuelles, vous voyez certainement pas bien le micro-ondes ici, un téléphone cellulaire, un four, un laptop. Pour le micro-ondes, c'était 10 000 microwatts, un cellulaire 2600, puis un ordinateur portable 1000 microwatts. Il y a un trait bleu au milieu du tableau. Et après, on vous dit que le compteur, lui, c'est seulement 50 microwatts. OK? Mais ce qui est important de remarquer, c'est que de ce côté-ci, on vous parle de mesures ponctuelles. On prend l'appareil et on mesure, tandis que pour le compteur, c'est des mesures d'intensité moyenne dans le temps. Si on prend les mesures ponctuelles des compteurs, ça a l'air de ça. C'est-à-dire le compteur va émettre des ondes pulsées très puissantes, mais très très brèves, à toutes les 20 secondes. Ça, c'est une mesure qu'on a prise dans une résidence de Villeray à 49 000 microwatts par mètre carré. Ça tombe à zéro pour 20 secondes. 22 000, ça monte à zéro. Ça peut monter jusqu'à 65 000 microwatts selon les mesures officielles qui ont été prises en laboratoire, à 0,1% du cycle d'utilisation. Okay? Voilà. Donc, ce qui arrive, c'est qu'on fait une moyenne dans le temps. Et c'est avec cette moyenne qu'on arrive. Ah, ben là, ça, si on avait reporté le 65 000 microwatts dans le petit tableau des mesures ponctuelles, ben, on est comme dans 6 fois plus que le four à micro-ondes. Et c'est de loin pire que tous les appareils qu'on a déjà dans la maison. Donc, l'effet moyenné, ben, c'est ça. C'est la différence entre la ligne rouge qui est le pic et la moyenne qui est calculée sur 6 minutes, ce qui nous donne 50. Donc, on passe 65 000 à 50 microwatts. Il faudrait que je revienne. OK. OK. Excusez-moi, j'ai une autre chose à vous montrer. Ici, Hydro-Québec a rien de simple donné la moyenne à 50 microwatts à 1 mètre de distance. Le problème, c'est, oui, puis on voit que la couleur verte devient plus pâle au fur et à mesure qu'on s'éloigne, c'est vrai. La densité de puissance diminue rapidement par le carré de la distance. Mais elle augmente tout aussi rapidement avec le carré de la distance. Donc, si on se positionne à la sortie du signal, ben, la densité de puissance, elle est très, très, très forte. Okay? Ça peut aller jusqu'à 19 millions de microwatts. Là, on risque d'être bien au-dessus du 6 millions, qui est la norme la plus laxiste au monde. Okay? Donc, ça fait partie de ce que j'appelle, moi, la communication, les relations publiques d'Hydro-Québec. On ne présente pas les faits tels qu'ils sont. On les présente de manière, bien sûr, à rassurer la population. Comme on avait dénoncé le fait qu'on mette des mesures ponctuelles avec des mesures moyennées. Ah, merci. Ce qui circule présentement, c'est ça. Vous l'avez sûrement vu dans votre journal local, vous l'avez reçu aussi par la poste, avec votre Hydro-Québec le diffuse largement. Tout est moyenné ici. On n'est pas en train de comparer des pommes des oranges, on n'a que des oranges. C'est bon. Mais le problème ici, c'est que la moyenne a pour effet de minorer les mesures. Effectivement, votre four à micro-ondes, vous vous souvenez, il était à 10 000 microwatts, maintenant il est à 2 000. Ça paraît moins payé. Et ainsi de suite. Et le compteur, lui, est toujours autour de 50 000, maintenant il est à 55. Là, vous le voyez très mal, mais on a pris soin aussi de mettre le compteur côte à côte avec une console de jeu et 3 modèles de moniteur pour bébé. Il y a un message. Le compteur est aussi inoffensif que ce que vous mettez au chevet de votre petit bébé ou les jouets que vous mettez entre les mains de. Bon, d'abord, c'est un peu un sophisme, parce que si déjà l'exposition aux ondes vous préoccupe, c'est déjà pas bon d'être un moniteur pour bébé ou encore des manettes de jeu sans fil dans les mains de vos enfants. Okay? C'est un argument un peu fallacieux. Mais le problème aussi, c'est que ces appareils-là ont des densités de puissance beaucoup moins intenses que les compteurs. C'est un peu comme si, et là je vais grossir le trait un peu, mais c'est un peu comme si je comparais une Formule 1, le compteur, qui peut vous faire des pointes de 200 km/h et s'arrêter dans la seconde, et un piéton qui va faire facilement son, je sais pas moi, la vitesse moyenne d'un piéton, c'est, on va dire 4 km/h, il n'est pas pressé. Et sur l'heure, ben oui, vous arrivez à la même moyenne de vitesse. C'est un peu ça. Vous avez des appareils qui sont plutôt constants, qui ne font pas des pics aussi prononcés et qui sont beaucoup moins puissants.
Mais là, vous mettez tout en moyenne et finalement, le compteur a l'air d'un gentil agneau, hein, alors que c'est un loup. Voilà. On a mis la main sur des fiches techniques du FCC, qui est l'équivalent de Industrie Canada, Federal Commission of Communication, c'est américain. Et ils font 2 mises en garde, que vous ne pouvez certainement pas lire, mais qui sont ici, mais qui sont traduites et qui se résument comme suit. Pour être conforme aux normes américaines de 6 millions, qui sont les mêmes qu'au Canada, il faut que les personnes libres d'accès ne soient pas à moins de 20 cm des compteurs. Sinon, on est trop près et la densité de puissance risque de dépasser les ondes. OK? Autre aspect, le cumul est bien connu des scientifiques, le cumul des ondes. Les compteurs ne doivent pas, pour se conformer aux normes, être situés en présence d'autres compteurs ou d'autres antennes émettrices. Donc, au moment de l'installation, si on veut s'assurer que c'est conforme, normalement, on devrait vérifier s'il n'y a pas déjà dans votre domicile des Wi-Fi, des consoles de jeu et ainsi de suite. Sinon, on ne peut pas garantir que c'est clair. Ah ben là, c'est sûr que quand on... Bon. Ça, c'était dans le fascicule hydrocontact. Encore une fois, c'est une représentation de la réalité qui rassure faussement les gens. Au moment des audiences de la régie, le procureur du groupe l'AQLPA, qui était le seul groupe écologique à se préoccuper de la santé au moment des audiences, a brandi cette photo-là et a demandé à l'ingénieur d'Hydro-Québec, M. Robichaud, M. Robichaud, pensez-vous que c'est sécuritaire d'être aussi près des compteurs? Et M. Robichaud s'apprêtait à répondre, mais le procureur d'Hydro-Québec lui a donné un coup de coude dans les côtes. On changeait de sujet, on est passé à notre appel. Donc, on n'a jamais eu la réponse. M. Robichaud n'a pas pu répondre, mais il était sous serment. Il aurait été sans doute obligé de dire la vérité sur cette question-là, et on l'a empêché de parler. On n'a jamais su la réponse. Ça permet déjà de voir à quel point les compteurs, c'est vrai qu'on peut être proche. Parfois, on voit dans les lignes ouvertes, pas dans les lignes ouvertes, mais dans les commentaires à la suite, par exemple dans le Devoir, si vous lisez les commentaires qui ont été publiés à la suite de l'article sur la prise de position de Mme David, c'est sorti en fin de semaine, beaucoup de gens disent « Ah, vous exagérez, on se couche quand même pas, on se sert quand même pas d'un compteur comme oreiller. » C'est possible. Regardez, ici, les gens ont leur patio, leur mobilier de patio. Souvent, on recule la chaise, on peut très bien passer une bonne... plusieurs heures, la tête adossée. En fait, Hydro-Québec a obtenu une exemption d'un test qui est obligatoire à chaque fois que les antennes émettrices se trouvent à moins d'1 mètre de toute personne libre d'accès. Ce test-là, ça s'appelle le test de SARS, Specific Absorption Rate, ou en français le DAS, degré d'absorption spécifique. Et ça, c'est seulement le test pour vérifier l'effet chauffant. Et ce qu'on fait, on a un mannequin qui est en fait c'est de l'eau, ça représente les tissus, et on doit exposer le corps humain, le dummy, à l'appareil pendant 6 minutes au maximum de son cycle de puissance. Pas à 0,1%, mais au maximum. Et on aurait vu, par exemple, à partir de quel moment quelqu'un qui, par inadvertance, s'adosse sur son compteur, hein, vous allez voir que les situations sont nombreuses, on peut se trouver, aurait chauffé, aurait cuit finalement. Et ça va obliger Hydro-Québec à produire un avis, comme on l'a vu pour le CCI, un avis de distance, comme quoi, ben, en dessous de cette distance, on ne respectait pas tout. Ce qui aurait bien sûr alerté tout le monde, et ce qu'il ne voulait absolument pas faire. André Cloutier, le porte-parole d'Hydro-Québec, quand on l'a confronté avec cette question-là, pourquoi Hydro-Québec n'a pas fait le test de DAS, ils disent, ben, on n'avait pas besoin de le faire. Pourquoi? Parce que les compteurs n'ont pas été conçus ni prévus pour être aussi près des gens. Ben là, on lui disait, ben là, dans la vraie vie, on les trouve partout, partout. On peut n'importe quand exposer à ça. Ah ben non, ils ne sont pas prévus. Donc c'est la seule excuse qu'on nous a donnée. Comment et pourquoi et par quel moyen ont-ils une exemption aussi importante? On ne sait pas. Donc ça fait partie de toutes ces des choses qui n'ont pas jamais été contrôlées, pour lesquelles on demande un moratoire. On dit, attendez, là, vous êtes en train d'installer quelque chose qui n'a même pas été testé. Bon. Alors là, les informations, bon, vous avez M. Day, là, que vous avez vu, qui était très, très convaincant, vous a tout expliqué les enjeux au niveau des données personnelles. Il y a la possibilité de la facturation différenciée. Donc, on pourrait vous tarifer selon
les heures de pointe un peu plus chères. Ça ne semble pas être dans les plans. Les données qu'on peut recueillir, des données très pointues sur l'usage que vous faites des appareils, c'est toutes des choses qu'on peut faire. La cybervulnérabilité, donc ça a été évoqué par M. D, j'insisterai pas. La possibilité qu'il y ait des incendies. À Montréal, vous savez, à Saint-Léonard, on a eu un incendie suite à l'installation de compteurs. C'était le premier cas rapporté dans les médias, sauf qu'on avait eu vent aussi de quelques cas possibles. Encore une fois, la transparence, l'accès à l'information est très, très, très difficile. Mais partout ailleurs, c'est en Colombie-Britannique, en Ontario, on a eu des cas d'incendie suite à l'installation des compteurs. Il y a une explication qui tient à l'installation qui est mal faite par des gens qui sont payés au rendement, 2,50 $ par compteur extérieur et 5 $ par compteur à l'intérieur. Ils ont intérêt d'aller vite et avec très peu de formation. Donc, ils retirent les compteurs parfois en les brassant, ils sont collés depuis des années. Parfois, vous avez des compteurs à roulettes qui sont là depuis 40-50 ans. C'est un peu jamais là. Donc, ils brassent, puis ils écartent les fiches, c'est ce qui est indiqué là, et ça crée un phénomène d'arc. Puis ils disent que c'est les appareils du client qui est défectueux. Oui, sauf que c'est l'installateur qui a détérioré votre base. Et là, légalement, là, on est démunis dans ça. Parce qu'Hydro-Québec s'en lave les mains, c'est votre équipement qui n'était pas bon. C'est ce qu'ils disent. C'est ce qu'ils disent. Quand mes amis, ça y est arrivé, là, deux fins de semaine passées, une chose comme ça, l'Hydro-Québec, c'est ton installation qui est défectueuse. OK. J'aimerais ça vous parler, j'aimerais ça avoir le nom de votre ami, si d'accord pour moi. La compagnie d'électriciens, ils disent ça fait 3 fois qu'ils voient ça. Okay. Normalement, la Corporation des maîtres électriciens a fait une sortie l'été dernier et a fait une plainte à la Régie du bâtiment, comme quoi ça devrait être quelque chose de fait par des professionnels. Ce genre d'incident-là serait évitable si on avait des gens avec des compétences qui peuvent voir si nos équipements sont assez en ordre pour recevoir les compteurs. L'autre aspect, par contre, c'est que les compteurs sont tous en plastique maintenant. Ils sont plus faits en métal et en verre. Et il ne faut pas écarter la possibilité, ça c'est notre ingénieur, M. Arella, 30 ans d'expérience dans les télécommunications, il dit qu'il y a moins de protection contre les surcharges électriques. Et à chaque fois, puis le cas de Saint-Léonard est apparu après une panne majeure, okay, où il y avait eu, avant la panne, il y avait eu des flashs. Oui. Et là, à ce moment-là, ces compteurs-là, les nouveaux compteurs sont moins aptes à encaisser les coûts. Et souvent, ils vont faire des courts-circuits plus rapidement après 1 ou 2, 3 accidents. Et si jamais il y a surchauffe, ben, le fait que ce soit en plastique, évidemment, ça n'arrange pas les choses. Ce sont des appareils qui n'ont aucune certification OIL ni CSA. Ça aussi, c'est un grand mystère. L'exemption du CSA, elle a été obtenue, on l'a confirmé à la Régie en 2002. Donc, ces appareils ne sont même pas certifiés. Bon, voilà. Donc, du rêve d'Hydro-Québec à la réalité, ben, chez nous, dans Villeray, c'est sûr que vous, ici, ça ne ressemble pas tout à fait au cas que je vais vous montrer, mais quand même, vous allez comprendre pourquoi on est fâché. Les compteurs, on les a à 70% dans les cuisines, dans les quartiers centraux de Montréal. On en a souvent pas juste un. Ici, vous avez le phénomène des 6 compteurs regroupés dans un demi-sous-sol dans la cuisine. Et ça, c'est le premier appel à l'aide qu'on a eu. C'est M. Pierre Lepage, le 14 février, qui nous écrit « Aidez-nous quelqu'un ». Ça fait 2 semaines que je demande à Hydro-Québec de venir les enlever. On est tous malades. Et eux, c'était tous les symptômes de la liste au complet, nausées, migraines. Et dans le cas de M. Lepage, quelqu'un qui n'avait pas 40 ans, là, pour la première fois de sa vie, des palpitations cardiaques. Et voilà. Donc, on est allé chez lui. C'est lui qu'on a mesuré du 49 000 micro-watts à 1 mètre. Puis on n'était pas là toute la journée. L'autre cas, donc, suivant la musique. Ça, on ne nous croit pas, mais c'est la vérité. Il y a beaucoup de compteurs qui sont installés dans des chambres à coucher. Donc là, vous l'avez au niveau de la table de chevet, à peu près 1 mètre de la personne. Même chose ici, c'est une chambre d'enfant, sur la rive sud à Longueuil. La dame nous dit que les compteurs ne vont pas rentrer chez eux. On comprend, son petit gars, il souffre déjà de TDAH et d'asthme. Le problème aussi, et là on a alerté la dame, c'est qu'il y a bien sûr les micro-ondes qui sont un champ électromagnétique, mais vous avez aussi les champs basse fréquence. Et en fait, il y a 3 champs électromagnétiques distincts. Et sans doute que le petit étant si près de la boîte d'entrée électrique, il doit être soumis affreusement aux champs de basse fréquence. Donc là, c'est des choses qu'on ne sait pas, mais c'est des champs aussi très dangereux, notamment
Dans le cas des enfants, les basses fréquences peuvent provoquer la leucémie. Donc là, c'est des cohortes d'habitation ou n'importe quel condo où vous avez des chambres de compteurs où on voit des compteurs multiples. Et des compteurs ici dans le cas d'un atelier de ferblanterie et soudure. Et là, il faut comprendre que les compteurs, si on ne contrôle pas dans quel environnement ils sont installés, peuvent avoir des facteurs qui amplifient le problème. Donc, dans la cuisine de M. Lepage, vous avez des surfaces réfléchissantes, donc des murs en céramique, plancher de céramique. On était dans un demi-sous-sol, donc les angles étaient bloqués par le béton. Et il y avait aussi des décorations de miroirs en face. Donc là, c'était des ombres qui, finalement, se démultipliaient au lieu de... même chose ici, à notre atelier de ferblanterie, le métal, ça reflète les ombres de façon assez importante. Une esthéticienne, et ainsi de suite. Donc, on peut penser que les compteurs à l'intérieur, c'est affreux, mais à l'extérieur, comme on l'a vu tantôt, on peut très bien être exposé si c'est au niveau de notre patio, le pas de la porte. Et ici, on a une vitre compteur au niveau de la table à bébé. Alors, c'est tout et n'importe quoi, finalement, ces compteurs-là. Il n'y a aucun contrôle au niveau de l'installation. Et c'est ça qu'on avait demandé depuis le début, moratoire, études sanitaires, hein, parce que les effets biologiques, on aimerait bien savoir s'il y a du danger là-dessus, et étant donné les symptômes qui sont rapportés partout, et études environnementales, parce que là, il n'y a aucun contrôle. Ces compteurs-là sont installés au petit bonheur, où ils ont toujours été. Et on le sait, au Québec, on aménage toutes sortes de choses, des chambres dans des anciens garages, des chambres dans les sous-sols. Finalement, on peut les avoir partout, les compteurs. Là, c'est dans le cas d'une garderie où il y a 3 compteurs d'un côté, 3 de l'autre, ce qui fait que sur 20 pieds de distance, des enfants jouent dehors avec des compteurs de part et d'autre. Juste avant que j'arrive, que je réussisse à prendre la photo, les petites filles étaient montrées sur un jouet et étaient vraiment la tête à la hauteur des 3 compteurs qui sont à la droite de l'écran. J'aurais aimé ça de prendre en photo à ce moment-là. Alors, l'option de retrait, ben là, vous voyez avec tous ces cas de compteurs multiples, que l'option de retrait qui vous demande de payer 97 $ si vous êtes dans les délais de 30 jours ou 127 $ si vous dépassez les délais pour les frais d'installation et 17 $ de lecture pour le reste de votre vie par mois. Okay? C'est un frais qu'on n'a jamais été obligé de payer. Ça ressemble à ça. Le compteur qu'on va vous mettre, c'est un compteur électronique tout à fait semblable au compteur de première génération, mais qui n'en est pas d'autre. C'est donc un compteur idiot, mais électronique. Ben, pas si idiot que ça. Le vrai compteur idiot, c'est le compteur mécanique. Lui, il n'a aucune mémoire. Celui-là, non, c'est vrai, j'aurais pas dû dire ça. C'est pas un compteur idiot, il y a de la mémoire. De la mémoire, est-ce qu'on va récolter? On va être en mesure de vous le facturer. C'est-à-dire, si on veut vraiment vous calculer votre facture en fonction des heures de pointe, etc., même si on fait le relève une fois par mois, on sera en mesure de vous mettre à la même enseigne que tout le monde. C'est pour ça qu'il ne faut pas qu'on regarde notre compteur idiot qui, lui, fait sa job de compter uniquement la quantité que vous avez prise. Mais vous voyez que l'option de retrait, de toute façon, ne prend pas en compte les cas d'exposition au routeur. Il n'y a pas d'option de retrait qui puisse s'appliquer à quelqu'un qui aurait le routeur en pleine face, qui se dirait incommodé par ça. Il n'y a aucun règlement de ça. Et bien sûr que le retrait peut être fait uniquement par le client pour son seul compteur qui correspond à son abonnement. Donc, dans les cas de compteurs multiples, dans les cas où le compteur de votre voisin, c'est celui qui pointe vers votre patio ou qui vous incommode, vous ne pouvez pas faire la demande pour lui. Ou sinon, vous faites un arrangement, comme ça s'est vu dans le témoignage, où le gars, Olivier, le gars électrosensible, est allé voir son voisin pour accepter de payer pour lui. Ça va bien si vous avez un seul voisin. Ici, comme à Montréal, vous en avez 20, oubliez ça, vous ne serez jamais capable de payer. Donc, c'est une option de retrait qui, dans bien des cas, est inapplicable. Dans les condos, dans les coop d'habitation. Encore que dans les coop d'habitation, il y a des coop qui ont pris la résolution lors des assemblées générales. Même chose pour certains immeubles de condos où les gens ont été solidaires. Ils ont pris la résolution de refuser les compteurs en bloc et on fait parfois changer les serrures ou bloquer les compteurs avec des aménagements comme on l'a vu, comme on va en voir quelques exemples. Donc, parfois les gens se montrent solidaires, mais malheureusement, dans bien des cas, il y a uniquement des personnes qui sont immédiatement exposées qui s'en préoccupent, puis les autres, bon. Hein? C'est pas naturel. Donc, les diverses actions. Est-ce que tu as du temps? Oui? OK. En fait, au mois de février, on avait encore l'appui du Parti québécois. Ici, on voit Scott McKay qui avait participé à la manifestation qu'on avait faite
en espérant que le projet ne serait jamais accepté. À cette date-là, au 5 février, on était à la veille d'avoir des audiences publiques, et on avait Scott McKay qui était venu faire un grand discours en français contre les compteurs intelligents. Depuis que le PQ est au pouvoir, ils ont comme changé d'idée. Vraiment, le projet des compteurs intelligents est bien beau. Il y avait, au tout début du mandat des PQ, du gouvernement PQ, Léo Bureau-Loin avait accepté de déposer la pétition de 17 000 noms, demandant un moratoire, le retrait sans frais et la possibilité de garder les compteurs à roulettes, compteurs mécaniques, qui n'émettent pas d'ombre. Il l'avait fait, mais après, on lui a demandé de rester tranquille sur le dossier. Donc, la pétition est rendue, mais elle est demeurée sans suite. Au niveau du Parti libéral, ben, il y a Pierre Paradis qui avait, lors d'une commission parlementaire, demandé ou fait le souhait que les frais de retrait soient abolis pour que les gens soient vraiment devant une option vraiment libre. Hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont même renoncer à l'option de retrait, c'est déjà beaucoup trop cher pour eux. Donc, pour vraiment exercer son libre choix, en bon libéral, il avait recommandé ceci. C'est tout à son honneur. La seule séance d'information publique qu'Hydro-Québec envoie M. Abiad, le directeur de déploiement, la seule réunion publique où Hydro-Québec a accepté de rencontrer une salle où il y avait plus de 200 personnes, c'était à La Chine, après que le maire, M. Dauphin, ait insisté beaucoup pour que ça se fasse. Hydro-Québec, par la suite, ou même avant, n'avait jamais accepté, n'a jamais réaccepté de se confronter au public. Il y avait eu leur leçon avec l'histoire du gaz de schiste. Vous vous souvenez de la tournée malheureuse de M. Caillé qui l'avait menée au Bernard. Donc, je pense qu'on a vivement conseillé à M. Abiad de se tenir tranquille. D'ailleurs, il n'a à peu près jamais fait de déclaration sur le projet des comptables, malgré l'opposition qui est partout. Donc, le projet avait été adopté donc, le 5 octobre, et dès le mois de février, commençait le déploiement par la Chine, la Salle, tout l'ouest de l'île, Laval, c'était l'été dernier. Ils ont commencé aussi la Rive-Sud au même moment, à l'été, au printemps, Saint-Basile, etc. Et aussi le nord de Montréal, la couronne nord qui s'étend jusqu'à Sainte-Véronique. Donc ça, c'est ce qu'ils ont fait. Mais partout, ils ont eu de l'opposition, plus ou moins intense. L'opposition la plus vive s'est faite sur le territoire de Laval, où vraiment, il y a des rues où ils ne pouvaient vraiment pas passer. Des personnes sortaient et disaient non, les voisins ne veulent pas, mais allez-vous-en, ils partaient. Même chose dans le nord, c'est très, très vif dans le nord. Des municipalités où souvent les gens ont été très nombreux à même barrer leur compteur qui est à l'extérieur. Ça, on l'a appris récemment, Saint-Placide, par exemple. Les gens ont sorti leur boîte à outils et ont pu coller pas mal de choses assez originales. Et à Longueuil, les citoyens ont été très, très actifs, Longueuil, Saint-Hubert, pour faire des représentations publiques aussi au Conseil de l'île. Donc, plusieurs municipalités ont finalement obtenu, on était 19, mais là, on est rendu à 32 municipalités qui ont fait voter le moratoire, entre une demande de loi d'appui au moratoire. Ça demeure encore une fois sans effet. Ça n'a pas plus d'effet que les 17 000 noms qui avaient été déposés à l'époque, que les 6 000 noms qu'on est encore en train d'accumuler. On a une autre pétition qui circule. Hydro-Québec fait la sourde oreille, fait comme s'il n'y avait pas d'opposition. D'ailleurs, dans le rapport de suivi, il ne mentionne aucune opposition. Les plaintes pour refus il en compte 15. Et nous avons obtenu par voie d'accès à l'information les chiffres exacts pour seulement les avis de non-consentement. Exactement la démarche que recommandait M. Day. Nous, on a entrepris de demander aux gens d'envoyer par courriel, de demander une lettre de refus. Bien, il y en a 1692 au 30 septembre, alors qu'Hydro-Québec en déclarait 15 dans son rapport de suivi. On sait par ailleurs qu'il y a plusieurs comptables qui ont été bloqués. Vous allez voir des photos bientôt. OK, ça j'y arrive. Il n'y a aucune mention de ça. On sait qu'il y a des territoires ou des quartiers dans Laval où ils n'en ont même pas posé la moitié. Il a fallu qu'ils partent. Il y avait trop d'opposition, ils ne se sentaient pas bien. Aucune mention de ça non plus dans le rapport de suivi. Donc, on n'a aucun pourcentage par territoire couvert. Moi, j'aimerais bien savoir le nombre total de compteurs installés à Laval, par exemple, et combien on aurait effectivement réussi à en installer. Là, il peut y avoir ce présentement en disant oui, on a posé 800 quelques mille. Oui, mais pas tout sur le territoire qui était prévu. Vous avez débordé dans les territoires où les compteurs sont tous à l'extérieur, faciles à installer, où les personnes sont souvent absentes. Exemple, les chalets l'hiver, des choses comme ça. Donc, ou encore des chambres de compteurs, vous avez le passe-partout. Mais finalement, on n'a pas la vérité non plus sur le taux d'opposition.
Ah ben là, j'anticipais un peu sur cette... donc ça, c'est ce qu'on voit dans le deuxième rapport trimestriel, mais dans le troisième rapport, il y en a net 15 au lieu de 4. J'ai passé un peu vite sur la photo d'Amir Kadir. En fait, au mois de mai dernier, Amir Kadir de Québec solidaire a déposé une motion à l'Assemblée nationale demandant que les frais d'option de retraite soient abolis. Et cette motion-là a été adoptée à l'unanimité. Okay. Alors, Martine Ouellette est partie avec ça, demander au Québec, êtes-vous d'accord pour abolir les frais? Vous voulez rien savoir. Et tout récemment, M. Vandal aurait dit, oui, on va peut-être réduire les frais. Mais réduire les frais, ça ne nous aide absolument pas, parce que finalement, ça va peut-être tranquilliser certaines personnes, mais les personnes avec des compteurs multiples, les personnes exposées au compteur des voisins, ça aide absolument pas. Ça, c'est les conférences de presse qu'on a voulu faire, et puis c'est bizarre parce que ça, c'était au mois de juin dernier, tous les médias étaient présents. Il y a à peu près rien qui est sorti dans la presse. Même chose pour la conférence de presse de Amir Kadir et Françoise David vendredi dernier. Quand même. C'était la première fois qu'un parti politique prenait vraiment position dans ce dossier-là. Question. Maintenant, ça aussi, c'est une autre illusion que j'ai perdue. Moi, j'ai perdu mes illusions concernant la santé publique, qui se rabat sur la norme laxiste du 6 millions de micro-watts pour dire qu'il n'y a aucun danger pour la santé. Qui ont toutes des antennes sur les toits de pneus. Bon, moi, je vois un conflit d'intérêt, mais bon, c'est peut-être ma parade qui commence à s'installer. Mon autre grande désillusion, effectivement, c'est avec les médias, mais c'est pas tellement difficile à comprendre non plus quand on comprend que les propriétaires de Sans-Fil sont aussi les propriétaires des médias. Vidéotron, Pélus, et ainsi de suite. À Longueuil, on était nombreux, c'était la reine de Longueuil et Saint-Hubert qui étaient là. Hydro-Québec, plutôt que de rencontrer les gens, fait des ils vont sans doute en faire dans les prochains territoires. Ils viennent rencontrer les gens un par un. Ils font des petits kiosques et plutôt que de rencontrer toute une salle pleine qui risque de peut-être être un peu houleuse, ils préfèrent parler un à un, puis là, ils vous expliquent que c'est en danger, etc. On peut leur poser des questions, mais si on leur pose trop de questions, ils ont un système assez intéressant, on les a observés. Si on est plus que 2 ou 3 citoyens, il va y avoir rapidement 3 employés qui vont vous cerner. Et si le ton monte un peu, le monsieur avec la brille dans l'oreille de sécurité vient vous demander de quitter. On s'arrange vraiment pour pas qu'il y ait d'attroupement, pas des personnes pour entendre les questions des autres citoyens. Donc, s'il y a des citoyens un peu plus informés qui répondent autrement, ben là, on les évacue assez vite. Donc, autrement dit, un système très bien rodé pour contrôler les foules, et c'est sans doute la leçon qu'ils ont retenue des confrontations qu'ils ont eues avec les assemblées sur les gaz de schiste. Comme je vous ai dit, il y avait des cours d'habitation, et on en connaît au moins une dizaine à Montréal qui ont pris ce genre de résolution unanime d'opposition. Ce qui fait que sur les 1692 avis de non-consentement, il y a beaucoup plus de monde que ça, parce qu'il y a des fois des cohortes qui ont envoyé une résolution qui correspond à une centaine de logements. Même chose pour des concours, etc. Donc, si on voulait vraiment prendre la belle mesure de l'opposition, il faudrait avoir le détail de tout ça. Et je n'ai pas parlé non plus des mises en demeure qui sont nombreuses, mais qui au Québec n'a jamais voulu parler. Donc, moi, j'ai posé la question dans les lettres de demande d'accès à l'information. Et ils me répondent vraiment par un dialogue de sourds. À un moment donné, je leur demandais combien de mises en demeure, ils me répondaient par le nombre d'options de retraite. Options de retraite payantes. Ça n'a rien à voir. On a des cas de mise en demeure où des gens ont pris la peine d'écrire, comme pour le cas de M. Lepage, pour que les compteurs soient enlevés incessamment de chez eux, parce qu'ils sont malades, parce qu'ils ont par exemple, un cas pathétique, ça me prise le cœur quand j'entends ça. Un monsieur qui nous appelle, il dit « Moi, je suis ingénieur. Je ne croyais pas à ça, justement, l'effet des ondes, l'esprit rationnel et scientifique. Mais il dit, je regarde ma femme, elle a la sclérose en plaques, et elle se sent beaucoup plus mal depuis que le compteur est installé. Elle ne sait pas où sont situés les compteurs. Moi, j'ai compris qu'elle devait être en chaise roulante, quelque chose comme ça. Et lorsqu'elle s'approche des compteurs, c'est dans la cuisine, elle est malade, elle a tendance à aller s'installer au salon, à l'arrière, là où il n'y a pas de compteur. Lui, il observe, il n'a rien dit à sa femme. Mais son idée est faite, il veut que les compteurs s'en aillent. Donc ça fait partie des mises en demeure qu'Hydro-Québec ne veut pas mentionner.
Martine Ouellette a toujours refusé de rencontrer les citoyens. Les citoyens de Saint-Hubert-Longueuil ont appris qu'elle faisait porte ouverte. Ils ont amené tous les groupes refuges, qui sont maintenant une bonne quarantaine de groupes refuges, et on s'est tous présentés à cette rencontre. Et maintenant, ça c'est une initiative d'Argentin Refuge. Ils recommandent de se poser comme ça, avec un petit message, ils vont envoyer ça sur les sites Facebook. Et ça, c'est M. Roberge que vous avez entendu tout à l'heure. Donc, c'est la cabane. Il a fait la une, lui, du journal de Blainville. C'est pas brillant. Pardon. Et ce sont différents systèmes que les gens ont inventés là, pour se prémunir contre les autres. Question de style, sadomaso. Voilà. Donc, on ne peut pas laisser rester les mains croisées, il faut faire quelque chose. Donc, c'est à vous de voir à quoi vous êtes prêts à participer. Le minimum, bien sûr, c'est d'envoyer son avis de non-consentement. Dans l'éventualité d'un recours collectif, ça pourra toujours servir de preuve aussi. Pour le moment, ça sert de preuve pour démontrer la mauvaise foi d'Hydro-Québec. Hydro-Québec répond à l'avis de non-consentement en par une lettre qui est vraiment, mais vraiment, le mot qui vient à l'esprit, c'est odieux, d'effronterie. Arrogant, c'est ça. Parce qu'il répond, vous avez deux choix, ou bien vous acceptez le compteur gratuit, ou non, vous allez opter pour l'option payante, etc. Et il ne vous répond pas sur le fond. Il vous répond vraiment, là, on n'a pas le choix, il faut réécrire, donc on réitère notre refus, on veut ni l'un ni l'autre. Et là, il vous répond encore une deuxième fois, vous avez le choix entre ça, que vous ne voulez pas, et cette autre chose que vous ne voulez pas non plus. C'est un vrai dialogue de sourds, c'est même, ça rend fou parce que c'est dans la dynamique du faux choix. Ah, c'est un faux choix. Vous avez le choix entre ce que vous ne voulez pas et ce que vous ne voulez pas. Donc, la seule façon de rétablir le vrai choix, c'est de dire non, on veut ni un ni l'autre, on veut garder notre ancien compteur, ou en tout cas, bon. Et ça continue comme ça. Il y en a qui sont à leur quatrième lettre, peut-être pas recommandée, parce qu'à un moment donné, on se parle, mais quatrième lettre de refus pour s'arranger pour avoir les terminaux. Donc, bien sûr qu'il y a des interventions qu'on peut faire au niveau municipal et provincial. Et comme c'est un dossier provincial, il vaut mieux s'acharner sur les députés qui commencent à comprendre qu'il y a de l'intérêt pour le sujet. On voit que, quand même, du côté des députés, ils s'en parlent et ils nous font souvent le commentaire. Ben là, oui, c'est vrai qu'on reçoit beaucoup de lettres, on n'a jamais reçu autant de lettres à ce sujet-là. Écrire donc à tous les élus possibles, faire vos interventions au niveau des assemblées publiques, distribuer des tracts et des affichettes. On aimerait bien avoir la même visibilité que pour les gaz de schiste où, dans certains endroits, on avait des affiches sur toutes les propriétés et c'est assez frappant. Si on peut avoir des affichettes à l'avant, sur toutes les portes et dans toutes les fenêtres, ça donnerait aussi un message. Et ce qui est important de faire aussi, c'est de sécuriser son milieu immédiat. Au moins, si on se donne ça comme objectif, nous autres, dans les on dit aux gens, sécurisez votre quadrilatère, prenez la peine de passer des tracts et de parler à vos voisins immédiats. Et si jamais il y a moins de compteurs installés dans votre secteur, bien, ça sera autant d'exposition de moins. J'ai pas dit ça, mais je commence à démarrer, je l'achète. Et puis, donc, ça vaut la peine donc, de sensibiliser les gens qui sont dans nos voisins immédiats. Et puis, bien sûr, rejoignez votre groupe local, comme on vous invite à le faire là-dessus. Merci de votre attention.